Bienvenue dans l'Esprit Sportif, le podcast dédié à tous ceux et celles qui souhaitent améliorer leur performance sportive grâce à une préparation mentale optimale, des pratiques énergétiques comme le Reiki et des conseils nutritionnels avisés. Je suis Cathy et j'accompagne les sportifs et sportives sur le chemin du succès. Ensemble, explorons comment l'énergétique peut enrichir votre quotidien et transformer votre pratique sportive. De temps en temps, j'inviterai des experts et passionnés pour échanger sur ces sujets. Que vous soyez amateur ou professionnel, ce podcast est pour vous. Retrouvez-moi tous les mercredis pour de nouveaux épisodes et préparez-vous à découvrir des outils et des techniques pour libérer tout votre potentiel. Dans ce tout premier épisode de podcast, j'étais en compagnie d'Anthony Nero, personal trainer et jeune entrepreneur. Il a ouvert son entreprise Bodiney il y a environ 1 an à Arnay-sur-Orbe, en Suisse. Anthony est coach, il guide, il accompagne toute personne qui a envie de bouger et d'améliorer son physique. Dans cet épisode, nous avons un petit peu échangé sur la préparation mentale, le parcours professionnel d'Anthony et qu'est-ce qui l'a amené à se former en tant que personal trainer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un personal trainer, c'est quelqu'un que vous allez quand même voir 2, voire même 3 fois par semaine maximum. Et cette personne n'est pas seulement une personne chez qui vous allez juste faire du sport. Si c'est un bon personal trainer, il va vite remarquer si, autant qu'être humain, vous avez une bonne ou mauvaise journée. Et donc, Anthony m'a dit qu'il accorde énormément d'importance à ce que son client ou cliente se sente bien chez lui et qu'il passe une bonne séance de sport. Donc, je te laisse avec cette belle discussion entre Anthony et moi. Bonsoir Anthony, bienvenue dans le podcast. Salut Cathy. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler donc de personal trainer parce que toi, tu es personal trainer. Est-ce que tu peux nous faire une petite intro sur toi? Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené à faire personal trainer? Alors moi, je suis le groupe personal trainer. Je suis fondateur et personal trainer chez Bodiney Personal Training à Arnay-sur-Orbe depuis maintenant plus d'1 année. Mais ça fait depuis à peu près 2 ans que je suis personal trainer, diplômé des services des sports universitaires de Lausanne. Et pourquoi j'ai choisi ça? Simplement parce que j'ai toujours été dans le milieu du sport. Je suis né là-dedans, j'ai jamais arrêté, il n'y a aucune année où j'ai pas fait de sport. Et ensuite je me suis dit pourquoi pas rentrer là-dedans un peu plus, me perfectionner dans le milieu du sport et du coaching sportif. Et c'est pour ça que j'ai choisi le domaine du personal training, parce qu'aussi j'aime aider les autres, j'aime leur donner confiance, améliorer l'estime des autres personnes. Surtout actuellement, on a tous besoin d'avoir une bonne estime de soi. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire? Et je pense que c'était mon domaine de prédilection et pour l'instant, j'en suis convaincu. Donc voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait depuis toujours? Tu as toujours aimé aider les autres? Moi, je pense que oui. J'ai toujours voulu pousser les gens vers l'avant et pas les tirer vers l'arrière. Et je pense que ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours fait. Ouais. Ok, merci. Donc, de nos jours, on a beaucoup de coachs sportifs et de personal trainers. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Effectivement, il y a beaucoup maintenant de coachs sportifs Instagram ou de coachs sportifs TikTok ou de personnes qui se disent coach sportif sans avoir fait de diplôme. Alors, je dis pas que le diplôme fait le coach, bien évidemment. Mais je pense que le diplôme montre quand même beaucoup d'intérêt par rapport au coach sportif. Et la différence, je dirais, sans dénigrer le coach sportif, on va dire le coach de fitness, le fitness trainer, qui a un diplôme à part de personal trainer. Le coach sportif, souvent, va simplement dire, alors aujourd'hui, on va pratiquer, on va faire un sport, je sais pas, on va courir 100 mètres aujourd'hui, en tant de temps, etc. Ou alors, on va simplement faire des pompes, on va simplement faire des exercices basiques. Et il va se contenter de ça sans vraiment faire d'approche dès le départ sur un bilan de santé pour connaître les amplitudes de mouvement de chaque personne, la possibilité aussi de faire les exercices, le niveau physique de la personne. Contrairement à nous, les personal trainers, on va beaucoup se fier aux paramètres, à des chiffres qu'on va faire sur des tableaux Excel ou des tableaux Word ou autres logiciels. Donc nous, on va vraiment se fier sur les paramètres physiologiques et physiques de chaque personne. Parce que c'est clair que la personne, elle n'aura pas la même morphologie. Non, elle aura des problèmes différents ou non, des possibilités de mobilité, des possibilités physiques que d'autres personnes n'ont pas. Et nous, les personal trainers, on va bien sûr faire des tests pour connaître ça et ensuite faire notre planification, notre programmation des exercices. Et si je peux donner un exemple,
Une personne, on va lui dire, un coach va peut-être lui dire de courir 100 mètres en 20 secondes, je sais pas, exemple. Bah, nous, les personal trainers, on va d'abord faire des tests en avance, comme je le dis dans le bilan, et on va se fier à ces paramètres, à ces résultats, pour vraiment être à 100% personnalisé. C'est pour ça que nous, on met un point vraiment important sur le personnalisé, parce que ça sera en fonction de la personne, et pas en fonction qu'on a vu sur Internet, ou en fonction qu'on a vu dans un livre. On va vraiment se fier à la personne, en fait. Ouais, donc tu dirais que toi, tu fais plutôt un accompagnement, que tu accompagnes plus la personne d'un point A à un point B qu'un coach sportif? Pas forcément un accompagnement, parce qu'un accompagnement, c'est vraiment avoir quelqu'un toute sa vie, et puis voilà, le but d'un personal trainer, c'est surtout dès le départ de lui donner les notions du sport, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire, comment il peut faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire aussi. Et ensuite, c'est surtout le laisser un peu dans la nature, dans la liberté, et pas le garder toute une vie, même si certains souhaitent garder le personal trainer toute une vie, mais le personal trainer est surtout là pour un certain temps et pas pour une durée de vie de 10 ans. On est là par exemple pour les préparations sportives, pour une compétition, pour n'importe quoi, donc on va le suivre sur 2-3 mois, voire 6 mois selon le besoin de la personne, et selon les résultats qu'il fait aussi, si on a atteint l'objectif ou non, donc voilà. Et j'aimerais juste revenir sur le fait que tu as dit des diplômes, et je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis que le diplôme ne fait pas le coach, parce que moi aussi je trouve que il y a des gens qui ont tellement de diplômes et que parfois ils n'arrivent pas à transmettre ce qu'ils ont à donner à l'autre personne. Et moi je trouve que ça c'est vachement important. Et qu'est-ce que pour toi, tu te dirais, qu'est-ce qui fait que les gens ils viennent plutôt vers toi et pas vers quelqu'un d'autre? Bah, tout dépend leur demande en fait, simplement, parce que tout dépend déjà moi, qu'est-ce que je propose, est-ce que, déjà les tarifs, parce que maintenant on parle beaucoup de l'aspect financier, est-ce que les tarifs sont positifs ou négatifs, est-ce qu'on est trop cher, est-ce que pas assez cher? Déjà là, il y a un point de vue financier, et les gens c'est le premier truc qu'ils vont regarder, ils vont même pas regarder en fait si est-ce qu'il est bon ou il est mauvais, la plupart des gens vont se diriger simplement parce qu'il est pas cher. Ce qui est dommage, hein. Ce qui est totalement, on va dire, c'est pas forcément le bon choix en fait. Ouais. Et ensuite déjà tout dépend de mes qualifications. Est-ce que la personne souhaite venir vers moi, je sais pas, typiquement elle veut se préparer une compétition d'aviron, moi je ne peux pas proposer parce que ce sport ne m'intéresse pas à proprement dit et je n'ai pas les qualifications pour entraîner quelqu'un là-dedans, mis à part les aspects physiques, mais la technique je ne pourrais pas forcément l'apprendre ou l'aider. Donc tout dépend en fait de la qualification que j'ai. Si la personne se reconnaît en moi par rapport à ce que je propose, c'est clair qu'elle va venir vers moi. Mais sinon, elle va se diriger, ou moi je dirigerai cette personne directement vers un confrère qui pratique ce sport ou qui a de l'expérience dans ce domaine. Et voilà, après c'est chaque personne a son envie, a ses envies, a ses besoins. Si est-ce que le feeling passe, si le feeling ne passe pas, donc voilà. Et puis, comme tu sais, moi, je travaille donc beaucoup aussi avec la préparation mentale, donc les soins énergétiques et aussi conseils en nutrition. Et puis moi, c'est vachement important, donc la motivation et la confiance en soi. Est-ce que ça, c'est des sujets que tu abordes avec tes clients? Comment tu travailles avec eux? Disons que pour moi, c'est quand même primordial pour l'avancement de l'objectif. Si la personne n'est pas motivée, et déjà dès le départ c'est un peu compliqué. En théorie, si la personne vient déjà dans ma salle, c'est que elle est déjà motivée à vouloir se prendre en main, ou alors c'est déjà le premier step, quoi. Exactement, ouais. Est-ce que tu as déjà eu aussi des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie? Bien sûr, c'est arrivé. Des personnes qui veulent se lancer vraiment sur un terrain hostile qu'ils ne connaissent pas et qui veulent découvrir. Et moi, je suis tout fier, tout content de me dire que je serai le point de départ de cette personne, le mentor de cette personne, dès le début, donc ça c'est aussi important. Mais pour revenir à la question de la motivation ou la confiance en soi. La confiance en soi, c'est très important. Après, c'est très compliqué à garder, surtout maintenant, les personnes seront très vite soit déstabilisées, ou alors soit peuvent perdre vite la motivation. Alors là, c'est aussi au personal trainer ou au coach sportif de vraiment mettre les points là-dessus, de vraiment aller de l'avant par rapport à ça, c'est-à-dire que il faudra faire des micro-objectifs et pas des immenses objectifs non atteignables. Pas à long terme. Exact. Enfin, il faut voir à long terme, mais pas avoir un objectif inatteignable. C'est-à-dire que si la personne vient vers moi et me dit voilà, je veux perdre 50 kilos en 2 semaines, effectivement, c'est inatteignable. Oui, bien sûr. En revanche, il faut préparer des micro-objectifs, ce qui est important pour déjà
voir l'avancement de l'objectif final, du suivi final ou de la demande finale. Et ensuite, en faisant des petits objectifs atteignables, soit rapidement ou soit un petit peu plus longtemps. Et comme ça, la personne va voir l'évolution et sera tout automotivée et puis se dira, c'est cool, je m'améliore, je suis de plus en plus fort ou plus forte. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi à nous, en tant que personal trainer, de pas trop vendre le résultat et de dire voilà, tu vas perdre 150 kilos en un mois. Ouais, il faut faire attention aux promesses qu'on voilà, fait exactement. envers les gens. Il faut pas forcément faire de promesses, il faut aussi dire qu'il faut aller selon chaque physiologie, chaque anatomie est différente, donc il faut aller en fonction et chaque personnalité est différente aussi. Chaque personnalité est différente aussi, donc il faut aller de l'avant, mais tout en respectant ces aspects-là. Mais bien sûr, il faut pas les démotiver, il faut garder la motivation en tête, il faut être présent pour eux, il faut leur montrer qu'on est présent. Et comme je dis, créer des petits objectifs atteignables pour continuer, pour garder cette motivation, garder cette flamme durant tout le suivi ou durant les séances qu'on a prévues ensemble. Moi, je sais que dans ma carrière donc de danseuse professionnelle, il y a eu des jours, et je pense qu'on est tous humains, on n'est pas motivé. On n'a pas envie d'aller s'entraîner, on n'a pas envie d'aller faire du classique à 8h30 du matin. Et ça, il y a aussi des outils qu'on peut trouver pour se motiver. Moi, je sais que c'est, par exemple, je me disais, ok, aujourd'hui, j'ai pas envie, mais je sais qu'après avoir fait ça, je vais me sentir mieux. Mm-hmm. C'est devenir autonome, c'est devenir... s'être discipliné et de se dire non mais en fait j'ai choisi de faire ça, c'est clair que je peux avoir aussi mes mauvais jours mais je sais qu'après je vais être contente parce que je fais ce que j'aime. Bien sûr, ouais. Est-ce que toi aussi ça t'arrive des fois d'être démotivé, de pas avoir envie parce qu'à côté tu fais aussi beaucoup de fitness? Exactement, ouais. Après la motivation elle est là juste pour le début, après c'est plus forcément de la motivation, personne n'est motivé après une journée de travail de se dire maintenant je dois aller faire une grosse séance jambes ou n'importe quelle séance ou n'importe quel type de sport. Je pense que c'est surtout la discipline qui est le plus important, la motivation elle est là dès le départ, mais après c'est que la discipline, c'est la routine, l'habitude qui est mise en avant. Donc oui, des fois on a des jours sans, des jours avec, mais il faut continuer à persévérer et puis comme tu dis, on sera tout content en fin de journée de se dire tiens, au début, j'étais pas motivé et finalement, je l'ai fait. Donc, depuis là, on crée encore des micro-objectifs pour revenir à la question d'avant. On se dit, voilà, je l'ai fait. Je peux mettre un vu sur mon bloc-notes à la fin de la journée en me disant, voilà, je l'ai fait, je suis fier, j'ai fait un petit objectif. J'ai réalisé ça, donc je suis content et puis on peut aller de l'avant. Donc, ce que tu fais avec tes clients, tu l'appliques sur toi-même aussi. Bien sûr, bien sûr, exactement. Il en faut de toute façon des micro-objectifs. Ouais. Et puis j'aimerais aussi revenir parce que tu m'as dit en off que tu as déjà fait du MMA. Et puis, comment c'était? T'étais assez jeune quand tu as commencé à faire donc, des sports de combat. Est-ce que ça t'a beaucoup changé dans ta routine, dans ton quotidien, l'environnement aussi, extérieur, et puis ton entourage aussi, hein? Est-ce que ta famille t'a soutenu? Parce que c'est quand même un sport assez, moi je le trouve assez agressif, mais je sais que derrière, il y a une histoire, il y a une discipline, il y a un travail qui est fait. Parce que c'est pas juste venir dans le ring et se taper tous dessus et après on sort. Donc il y a vraiment quelque chose qui se travaille derrière. Donc tu peux me raconter un petit peu comment c'était? Qu'est-ce qui t'a... Sûr. Alors déjà le sport en lui-même, le MMA, dit MMA, c'est un sport général parce que c'est plusieurs arts martiaux mis en place pour créer le MMA. Donc au final, on ne fait pas du MMA, mais on fait du karaté au KO, on fait de la boxe anglaise, de la boxe thaï, du kickboxing, du jiu-jitsu brésilien, etc. Donc c'est plusieurs sports alignés ensemble. Donc déjà là, on a vraiment une discipline complète, très compliquée à acquérir parce qu'on doit disons qu'on a tous l'art martial de prédilection. Chacun a, soit il est boxeur, soit il est plus kickboxing, soit il est plus la lutte, ça dépend. Mais T'en avais un? T'en as un? Ouais, moi j'étais plus axé sur la lutte olympique, la lutte libre, la lutte gréco-romaine, donc tout ce qui est lutte axée MMA. Mm-hmm. Et le Hashira karaté, qui est le karaté au KO, c'est un petit peu comme du Kyokushin, mais en version assez hardcore. Donc, mais ça reste un peu axé là-dessus. Donc oui, effectivement, ça c'était un moment qui a changé clairement toute ma vie, toute ma vision de voir les choses, que ça soit en termes physiques,
en termes mental, et puis le fait d'avancer dans la vie. Et je pense que ouais, c'était une page d'un livre qui était très importante pour moi, ouais. Et qu'est-ce qui t'a changé mentalement? Je pense que ça a changé beaucoup de la vision de voir déjà les choses, et puis de voir l'entraînement différent. C'était toujours intense, très compliqué, surtout que j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Donc c'était déjà jeune, mais au final, plus jeune on commence, mieux c'est. Et du coup, ouais, mentalement c'était compliqué, les entraînements étaient très intenses, les combats étaient très compliqués aussi, tout était très intense. Donc ça a vraiment appris le fait qu'on encaisse dans la vie et puis qu'on avance malgré les coups, et on doit avancer quand même. Et puis moi, dans les sports de combat, ce que je trouve très important, et puis pas seulement les sports de combat, hein, je dis dans tout sport qu'on pratique, je trouve que la personne, que ça soit le professeur, que ça soit le personal trainer, ou donc dans les MMA on dit le sensei, Ouais. que ça soit la personne qui t'accompagne, elle joue un rôle primordial, parce que je trouve que son influence sur nous va faire énormément. Parce que les sports de combat, ça peut vite devenir agressif. Et on voit beaucoup de jeunes qui vont 2 ou 3 fois et puis ensuite ils vont dans la rue pour se battre. Donc, est-ce que toi, tu as eu aussi une personne, donc un sensei, qui t'a beaucoup aidé, accompagné, qui a su t'expliquer que ce n'était pas seulement un sport de combat, enfin, c'était pas juste pour aller donner des coups à l'école? Bien sûr, ouais, clairement, non, c'était quelqu'un qui m'a apporté beaucoup dans ce milieu-là. Et en fait, bah voilà, tout dépend, il n'y a pas de secret. C'est comme que ça soit dans les sports de combat ou dans les autres sports, le coach ou le personal trainer ou le sensei ou le mentor, enfin, tout ce que vous voulez, c'est cette personne-là qui va être notre modèle, qui va nous apprendre à utiliser notre force, à comment gérer notre stress durant les entraînements, comment gérer les entraînements aussi. Donc c'est quelqu'un qui a une place très importante, et surtout qui a une place très importante parce qu'il a quand même notre santé dans les mains, que ce soit, je reviens à un personal trainer, sensei ou autre. Et dans les arts martiaux, c'est très important. Si le coach est bon, le combattant est bon. Ça marche de toute façon que surtout dans ce sens-là, parce que le coach ne peut pas envoyer, surtout maintenant, les jeunes veulent vite arriver dans la cage, ils veulent vite faire des combats, mais ils ne sont pas prêts. Moi, j'ai attendu à peu près un petit peu plus d'1 an avant d'être prêt, même si je pense que j'étais prêt avant, mais j'avais besoin vraiment de m'entraîner davantage pour être encore plus performant et beaucoup plus puissant lors des combats. Et en fait, du coup, le sensei est là pour te dire stop, maintenant tu n'es pas prêt, il faut être honnête, il faut attendre encore. Tandis que certains coachs, ils veulent simplement les envoyer parce que les élèves veulent, alors ils les envoient après 3 semaines d'entraînement. Et pour moi, en fait, c'est simplement l'envoyer à l'abattoir, donc c'est pas vraiment le bon choix. Il faut prendre soin de ses élèves et puis il faut écouter son prof, son coach. Donc oui, c'est une place primordiale parce qu'il va jouer en jeu, parce que si t'es pas prêt et t'envoies dans la cage, t'es mort, et puis et du coup c'est compliqué après pour la suite, quoi. Et après, surtout pour revenir à la motivation, à la confiance en soi, si l'élève n'est pas prêt, le coach l'envoie, il perd, il va dire voilà, je suis mauvais, pourquoi j'ai fait ça, je veux plus jamais me battre, je veux plus jamais faire ça, et au final ça va juste lui gâcher la passion des arts martiaux, du combat, et peut-être même gâcher en fait peut-être un futur combattant professionnel ou non, mais voilà, ça peut gâcher toute une vie. Donc dans tous les cas, le coach, le mentor doit être est le plus important dans le domaine sportif. Ouais, bien sûr. Est-ce que dans les arts martiaux, donc ce que tu as fait dans MMA, il t'apprenait aussi un peu la méditation, ou est-ce que de techniques pour pas que tu stresses avant un combat? Est-ce qu'il te donnait des prédispositions pour gérer tes émotions, de voir la personne en face, en fait, que c'est un combattant, que ça reste quand même un être humain, donc tu vas le combattre en utilisant toutes les techniques que tu as appris auparavant, mais est-ce qu'il t'a donné des outils aussi pour gérer ta rage, ta haine, et parce que c'est quand même des émotions assez fortes qui ressortent dans ce genre de combat et de sport. Est-ce que lui, il t'a aussi un petit peu appris à gérer tout ça, ou est-ce que c'est toi qui as appris, à force d'être dedans dans ce milieu, de le côtoyer, est-ce que c'est venu de toi, ou est-ce qu'il t'a aidé aussi? Je sais, alors il m'a aidé, oui et non, on s'est aidé mutuellement, parce qu'en fait on était un peu, comment dire, sa méthode d'entraînement, sa technique d'approche envers le stress ou les émotions autres était proche de la mienne, donc on avait exactement la même.
Et en fait, simplement le fait de s'entraîner à haute intensité ou non, en fait, ça gérait mon stress, c'était ma méditation. Moi, j'ai jamais été, surtout que j'étais jeune, et quand on est jeune, on est un peu rempli d'énergie, enfin, on est rempli d'énergie, et simple, si on parle de méditation basique, fermer les yeux et ne pas parler, et puis rester concentré sur soi-même, faire le vide, etc. C'est très compliqué de demander ça à un jeune de 16 ans. Oups, ça dépend. Surtout moi. Ouais, voilà. Surtout moi. Et sa technique était la même que moi et j'ai accepté et en fait c'est venu tout seul. Donc en fait on s'est aidé, il m'a aidé sans vraiment le vouloir en fait. On s'est juste, nos deux méthodes se sont imprégnées ensemble et ça allait très bien. Donc pour toi c'était plutôt la défoule. C'est ça alors. C'est la- arriver de te épuiser, de te défouler c'était ta méditation à toi. Exactement, ouais. Et puis avant un combat, est-ce que tu avais des choses, un rituel par exemple à faire avant? Par exemple, tu te levais le matin, t'allais déjeuner et ensuite tu faisais 50 pompes, j'en sais rien. Non, alors là, à chaque fois qu'on faisait avant un combat, c'était simple, c'était comment dire, la méthode, c'était simplement d'aller faire une balade dans la ville où on était le jour du combat et on allait simplement se balader et penser à rien, discuter de rien à voir avec le sport, de discuter un peu de tout, mais pas de ce qu'on va faire après. Ok. Et rester juste concentré et puis profiter du moment avant de rentrer dans le combat. Ouais. Et puis, tu n'as jamais utilisé la méthode de la visualisation? Est-ce que tu fermais les yeux et tu te concentrais sur tes mouvements, les gestes que tu pouvais faire pendant un combat? Oui et non, on l'utilisait en faisant du shadow, des combats dans le vide. On imaginait un peu, si on connaissait déjà un peu l'adversaire en face, on pouvait déjà un petit peu préparer de ce qu'on allait faire. Mais sinon, c'était l'inconnu et puis la découverte le jour même aussi de ce qu'on allait faire, comment, parce que c'est compliqué des fois de bien visualiser parce que tout peut arriver. Mais une visualisation était faite, mais pas de cette manière-là, mais d'une manière différente, ouais. Ouais. Parce que par exemple, comme pour les joueurs de foot, de basketball, je dis ça, les élites, par exemple, eux, ils peuvent facilement regarder un match de foot en avance et voir quelle sorte d'équipe et de tactique ils ont l'équipe adverse pour pouvoir se préparer mentalement. Ouais, bien sûr, après le football c'est différent, simplement parce que le football on les voit à la télé régulièrement, même à l'entraînement on peut les voir, tandis que certains combattants de MMA, C'est ou plus d'autres, discret. on reste discret, on reste dans les caves, si on peut dire ça comme ça, et en fait on expose le jour J, en dehors personne nous voit, et le but c'est pas forcément de nous voir, on doit être discret parce que la personne en face ne doit pas voir comment on s'entraîne, quels sont nos points faibles, quels sont nos points forts, parce qu'après ça peut jouer en sa faveur pour le combat, parce que il voit ce qu'on fait, il peut se préparer et puis après connaître toutes les techniques un peu spéciales qu'on a, parce que chaque combattant a des petites techniques, des petites astuces spéciales que l'autre n'a pas, et si l'autre apprend ça avant le combat, effectivement on est un petit peu dans le problème, donc on est très discret là-dessus, ouais. Pas de vidéo, pas de photos. Ouais, Pas parce que besoin sinon ça pourrait se retourner contre toi. Exactement, ouais. Et est-ce que les techniques que tu as appris, donc MMA ou tous les sports que tu as déjà fait auparavant, parce que tu en as aussi fait du foot, c'était quelqu'un d'assez sportif, est-ce que toi tu les mets donc en dehors de ta formation de personal trainer, est-ce que tu appliques aussi dans tes entraînements, je veux dire dans les préparations avec tes clients? Est-ce que c'est des choses aussi que tu mets dedans, tu adaptes? Bien sûr, déjà la méthode de coaching est en lien avec notre expérience qu'on a fait durant tout notre parcours sportif ou vie privée. Ça va, tout ce qui nous a impacté profondément comme méthode qui a fonctionné sur nous aussi. Alors je dis pas que toutes les méthodes qui fonctionnent sur un fonctionnent sur l'autre, mais ce que je veux dire c'est que notre méthode de coaching va bien sûr s'imprégner sur tous les mentors qu'on a eu durant notre parcours. On va essayer de reproduire un peu cette manière-là, car on a peut-être vu que ça, donc on pense que c'est la solution. Après, bien sûr, il faut ajouter des manières à soi-même pour vraiment montrer que le coaching vient de nous-mêmes. Mais oui, effectivement, on s'imprègne de tout ce qu'on a fait, ouais. Moi, je te connais, donc je sais que tu es quelqu'un de gentil, que tu es à l'écoute, et je sais que tu vas me pousser toujours vers l'avant. Mais est-ce que tu crois que c'est la première impression que tu donnes aux gens? Qu'est-ce que toi, t'aimerais devenir comme mentor pour les gens?
qui sont avec toi? Simplement une bonne personne qui leur a inculpé les bonnes choses, les bonnes manières de mouvement, les bonnes méthodes, comment faire sa propre programmation, les rendre libres en fait, et puis simplement presque plus avoir besoin de moi entre guillemets, et puis se sentir bien avec eux-mêmes, et puis juste apporter tout mon savoir, et puis simplement être une personne bien pour eux, quoi. Et donc, toi, t'aimerais bien avoir quelqu'un qui soit un athlète déjà professionnel à coacher? Oui, tout le monde, tout type de coach souhaiterait avoir des personnes soit très réputées ou pas encore, ou en devenir bien sûr. Limite, ce serait encore plus incroyable d'avoir des personnes qui commencent non sportifs et qui terminent par sportifs d'élite. Pour moi, je pense que ce serait la plus grande réussite. Parce qu'une personne qui est déjà élite, il est déjà élite. C'est un peu plus compliqué de l'arriver dans le rouge, de l'amener dans des... Comment dire, de faire des progressions vraiment élevées. Ça sera des petites progressions. Tandis qu'une personne qui vient de commencer, il fait des immenses progrès assez rapidement. Donc c'est assez gratifiant déjà pour nous et pour lui-même. Mais après, tu auras toujours de toute façon la phase de stagnation où il faudra remodeler le programme, remodeler la planification pour continuer à se développer davantage et casser les routines. Et je pense que ce serait gratifiant d'avoir des gens connus, mais je pense que c'est aussi très intéressant de construire en fait un sportif de quelqu'un de lambda, on va dire, de quelqu'un de sédentaire en personne élite. Ce serait formidable. Bon, ça peut être aussi un athlète professionnel qui soit en baisse de motivation ou d'une blessure, parce que ça aussi, on peut venir vers toi si on récupère d'une blessure. Et là, tu serais apte aussi à remettre la personne en forme. Bien sûr, tout dépend. Du moment que ça reste dans mes qualifications, si je constate qu'effectivement il y a un plus gros problème et que je n'arrive pas forcément, que ça soit au-delà de mes capacités ou de mes connaissances, je l'enverrai directement chez un professionnel qui est vraiment ciblé, axé sur le problème, en qui j'ai confiance et en qui je sais qu'il est capable de l'aider en fait. Il faut un bon personal trainer est honnête. Si le client demande quelque chose, on va pas lui mentir et lui dire oui je suis capable, parce que il va payer dans le vide et on va faire quelqu'un de triste, on va peut-être casser la confiance de quelqu'un, casser l'estime de la personne, et il va plus jamais revenir, il va avoir plus confiance au coach, au futur coach qu'il aura, il aura toujours cette vision de menteur, et c'est à nous, en tant que personal trainer, d'être honnête et de dire voilà, je suis capable ou je ne suis pas capable, parce que ça veut pas dire que tu es pas capable, que tu es un mauvais personal trainer ou coach. Simplement, c'est que tu veux pas avoir de problème, tu veux pas accentuer le problème de la personne, et voilà. Et c'est juste que c'est pas ton domaine. Ça peut ne pas être mon domaine, ou simplement peut-être que la personne, tu peux aussi choisir de pas avoir de personnes avec des blessures, des post-accidents. Tu as le droit de dire non, je ne souhaite pas ce type de clientèle. Donc ça c'est propre à chaque personne. Mais il faut tout de suite être honnête et lui dire que voilà, je n'arrive pas ou je ne suis pas capable de faire ça. Ouais. Voilà. Parce que oui, on a le droit de dire non et de refuser une certaine clientèle. Bien sûr, ça c'est propre. Chacun choisit sa tranche d'âge. S'il veut faire que 10 ans, 20 ans, il fait 10 ans, 20 ans. Ça c'est vraiment propre à chacun. Et puis je pense que trop élargir aussi c'est mauvais. Parce que dire qu'on sait tout faire sur tout type de physique, c'est faux. On a des qualifications spécifiques pour certains types de personnes. Typiquement, moi, dans mon domaine, je peux prendre des jeunes parce que c'est quelque chose que j'ai déjà eu l'expérience d'entraîner des jeunes. Par contre, je vais certainement m'arrêter à un certain âge sans faire de classification d'âge, mais je pense que entre les 50 et 60 ans maximum, je pense pas prendre, sauf si la personne est en très bonne condition physique. Ouais. C'est clair que s'il a 55 ans, très mauvaise condition physique, c'est un petit peu compliqué. Là, ça reste plutôt dans le domaine de la santé, tout ce qui est médical, et ça, c'est pas mon domaine. Moi, je suis plus dans la santé sportive, mais pas médicale. Donc voilà, ça c'est à nous après de mettre des barrières et de rester honnête, parce qu'il y a des gens, voilà, si t'as 55 ans, t'es mal fichu, et le personal trainer accepte et décide de faire en fait n'importe quoi avec la personne et plus la blesser, et puis après ça peut avoir des répercussions sur la personne déjà, et puis après sur l'entreprise de la personne, sur le coach, et puis après voilà, tout le reste suit après, la mauvaise image, personne ne viendra, et puis voilà, donc je pense qu'il faut être de toute façon honnête, ça c'est sûr. Et donc tu es un jeune entrepreneur, parce que ça fait un peu plus d'1 an, c'est ça que tu as ouvert ton entreprise. Ouais. Et comment ça se passe ? Est-ce que ça te plaît cette vie d'entrepreneur ? Est-ce que tu pensais pas qu'il y avait autant de choses à faire pour la concurrence, hein, parce que comme on a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de coachs sportifs de nos jours et de personal trainers.
Est-ce que ça te plaît, la vie d'entrepreneur? Oui, bien sûr, c'est clair. Alors, il y a toujours, de toute façon, comme dans tout, du bon, du mauvais. Mais je pense que, voilà, moi, je travaille aussi à côté, à 100%. Donc, je fais ça à côté de plus. Donc, oui, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, que ce soit financier et énergétiquement parlant. Mais au final, c'est juste génial, du moment que ça fonctionne. Et les gens sont contents, ont les résultats. Et moi, je continue de m'améliorer. Donc ouais, c'est juste génial, c'est sublime comment dire, de faire sa passion. Je dirais pas un travail, parce que pour moi ça reste une passion, mais vu qu'il y a quand même l'aspect financier dedans, il y a quand même de l'argent en jeu, donc ça reste quand même un travail, vu que c'est pas du bénévole, mais ça reste ma passion en premier lieu. Et niveau concurrence, je veux dire, je ne pense même pas à la concurrence. Simplement, pour moi, les gens, je suis pas de type de personne à vouloir aller chasser les gens, en fait. Ça, pour moi, c'est pas forcément mon approche préférée. Je préfère les laisser venir à ma porte, et si malheureusement ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. Moi, je continue à travailler, je continue à prendre soin de mes clients actuels, et ceux qui souhaitent venir, ils sont les bienvenus, et ceux qui ne souhaitent pas venir, malheureusement, c'est libre à chacun, en fait, hein. Je vais pas les obliger. Donc voilà, moi je suis pas forcément en lieu avec la concurrence. En plus, à Arnay-sur-Orbe, il n'y a pas forcément de concurrence. Donc voilà. Mais non, moi je vais pas rentrer dans le jeu de la concurrence, de me dire voilà, je veux être meilleur que lui, je veux faire moins cher que lui, je veux faire plus cher que lui. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère vivre le moment présent de mon entreprise, de mes réussites en termes de personal trainer envers mes clients. Et puis voilà, comme je dis, la porte est ouverte à tout le monde. Et ceux qui souhaitent venir, bienvenue. Et ceux qui ne veulent pas, j'espère que vous trouverez votre coach de prédilection. Et si jamais, donc je sais que toi tu prépares un groupe, donc si vous êtes en Suisse, parce qu'Anthony il est installé à Arnay-sur-Orbe en Suisse, il prépare aussi donc un petit groupe pour une Spartan qui se passera le 15 juin, c'est bien ça? C'est juste. À Sainte-Croix. Ouais, Villars-Sainte-Croix, ouais. Villars-Sainte-Croix. Ou Sainte-Croix, ouais. Ouais. C'est un des deux, je sais plus. Ouais. C'est presque pareil, mais c'est pas la même chose. Et puis du coup, tu as réussi à assembler un petit groupe. Et ça, c'est des clients à toi seulement, ou est-ce que tu as pris aussi des amis parce que c'était comme un petit projet à toi qui te tenait à cœur de participer à cette Spartan avec un groupe. Est-ce que c'était vraiment quelque chose qui te tenait à cœur d'amener du monde? Ouais, clairement, c'était surtout le fait de base, c'était prévu pour, déjà tester, parce que j'ai jamais encore fait de Spartan, ça sera la toute première, donc c'était surtout la découverte. Et je me suis dit, pourquoi pas créer un lien avec mes clients directement, et de se dire, voilà, je crée la team Bodiney, et avec tout le monde un t-shirt avec le même logo, je trouvais ça assez cool, ça fait un peu club. Et surtout aussi ça fait de la publicité aussi, il faut pas oublier. Ouais. Et au début je me suis dit voilà, on va créer des liens beaucoup plus forts, un peu plus intimes, on va dire entre guillemets, et on va surtout se challenger. Et puis aussi pour que mes clients me montrent aussi de quoi ils sont capables par rapport à toute la préparation qu'on a fait, et aussi que moi je leur montre aussi de quoi je suis capable quand même, parce que je suis quand même leur personal trainer et c'est important de montrer aussi. Et puis surtout de tous se retrouver. Et de souffrir ensemble, de rigoler ensemble, et puis surtout que c'est quelque chose de c'est génial. Et puis du coup effectivement il y a un peu un mélange d'amis et de clients aussi. Donc génial pour créer des liens, se connaître, parce que c'est des personnes qui se connaissent pas encore. Donc ça sera le jour pour se rencontrer. Puis, j'ai bien aimé le mot souffrir. Pourquoi souffrir? Souffrir, c'est trop bien. Non, dans le sens c'est que souffrir, quand je dis souffrir, c'est la bonne souffrance. C'est se dire que on pense être à bout physiquement, mais en fait on est tous ensemble, on se pousse à avancer de l'avant. Donc on souffre, que ça soit physiquement, cardiovasculairement et autres, mais on avance quand même. Donc c'est une bonne souffrance, bien sûr. Il faut pas il y a la souffrance mentale, physique, et une bonne souffrance, et il y a la souffrance plutôt l'aspect triste, que je mets pas en avant parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais ce sera plutôt l'aspect souffrance, bonne souffrance. D'accord. Donc surpasser. Exactement, aller de l'avant et tout s'aider surtout, c'est surtout ça, l'entraide totalement. C'est une métaphore, mais aussi parce que les Spartans, c'est rempli d'obstacles. Ouais, donc ça va aussi dans les deux sens. Ça veut dire que tu souffres, tu surpasses, tu as des obstacles dans la vie,
Et puis tu les auras aussi en présentiel, donc tu vas devoir faire face et puis les surmonter. Ouais, exactement, ouais. Mais ça va être facile. Oui, ça, on verra. Tu nous tiendras au courant des résultats. Exactement. Et puis c'est aussi important pour les gens de voir de quoi toi aussi tu es capable, parce que tu es leur coach, tu es leur personal trainer, pardon, mais c'est vrai que tu leur montres pas forcément de toutes tes capacités que tu peux... Ouais, après c'est pas dans le mauvais sens, dans le sens c'est pas se prouver ou prouver quoi que ce soit, c'est juste le fait de voilà, certains te disent ouais mais t'es gentil, tu nous fais souffrir, tu nous fais des entraînements, mais toi on sait pas de quoi t'es capable. Ouais. Donc c'est un peu cette petite vengeance, mais en mode tout en rigolant et puis tout en étant bien et puis sans méchanceté. Ouais, parce que une chose que tu as dit qui m'a beaucoup interpellée, c'est la souffrance quand tu dis la fatigue corporelle. Je sais que moi j'ai beaucoup ça aussi au niveau de la danse. Quand tu danses et tu crois que t'en peux plus, tu transpires et ton corps il sert, t'as l'impression que ton corps il sert à plus rien, que t'as plus d'énergie mentale ni physique. Bah c'est là que nous aussi on découvre une autre façon de danser et que notre corps il se relâche. Parce que en fait tu commences à lâcher prise mentalement et ton corps du coup physiquement t'arrives à faire des choses aussi assez incroyables et puis je souhaite à tout le monde de découvrir ce que c'est, parce que c'est vrai qu'il faut le vivre pour y croire. Voilà, ouais, parce clairement. Mais après le problème c'est que certaines personnes ne connaissent pas ce que ça veut dire le mot rouge, être dans la ligne rouge physiquement. Certains, c'est pour ça que souvent on fait appel à un personal trainer, c'est pour les aider à atteindre cette limite, parce que c'est important de se connaître aussi. Ouais. Parce que certains s'arrêtent à un petit bobo, ou mon cœur il commence à battre un peu plus vite, il faut que j'arrête, je vais mourir. Non, il faut retirer ça, et puis il faut essayer d'aller dans le rouge, mais effectivement, c'est compliqué des fois tout seul d'aller dans le rouge. On est des humains, on est flemmards, on n'a pas envie, la douleur, on essaie de l'éviter. On se bloque très vite. Oui, et puis voilà, on va se trouver beaucoup d'excuses. Je commence à... c'est bon, j'ai transpiré, c'est bon, je me suis bien entraîné. Ouais, mais non, il faut apprendre à aller de l'avant, et c'est pour ça qu'on fait appel à des coachs, des professionnels là-dedans, qui vont bien sûr encadrer la séance, parce qu'elle est dans le rouge, c'est quand même quelque chose d'important, et il faut la sécurité quand même. Et voilà, donc ouais, effectivement, il faut apprendre déjà à se connaître, aller dans le rouge, et apprendre à ce que ça veut dire le rouge, d'être au bout de sa vie, vraiment, vraiment au bout de sa vie, de presque plus respirer, être à l'échec musculaire total, et c'est quelque chose qui est important pour ensuite se connaître plus tard, et de se dire, non, là, je suis pas forcément à mon 100%, donc je peux me pousser un peu plus... davantage. Ouais. Et puis donc pour conclure tout bientôt ce podcast, est-ce que tu as un succès à nous partager? Un succès que tu as eu toi dans ta vie personnelle, ça peut être, ou alors d'une personne que tu as coachée et qui pour toi soit entre guillemets une fierté pour toi de le dire à voix haute. Pour moi la fierté, pour moi la réussite en termes de coaching, pour moi c'est tous mes clients et mes clientes. Pour moi, toutes les personnes qui franchissent ma salle de sport et qui repartent avec l'objectif atteint, le sourire et de se dire voilà, je reviens, pour moi c'est déjà une réussite totale. Donc pour moi chaque personne est différente, et pour moi toutes les personnes qui viennent chez moi c'est des réussites. Après en termes de personnel, oui, j'ai fait des bonnes réussites, ce qui ont fait de ce que je suis aujourd'hui, ce que je peux proposer comme coaching, notamment si on revient en arrière côté athlétisme, j'ai fait plus d'11 ans d'athlétisme avec des jolies performances quand même, avec quand même une place de champion vaudois des catégories 1999. J'avais à peu près 12 ou 13 ans, donc j'étais jeune, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant et de très bien. Après j'ai fini aussi dans les championnats suisses d'athlétisme. Et ensuite après je me suis dirigé quand on parle j'ai fait des passages de grade de ceinture, les ceintures bleues de Hashira karaté, de karaté au KO, première dan, deuxième dan, donc c'est des réussites pour moi. À peu près tout a été avec des petites réussites, chaque sport a eu une réussite. Si on parle de football, j'ai eu le droit à avoir pendant plus d'une année le brassard de capitaine, donc c'était quelque chose aussi d'une réussite. Et puis sinon voilà, physiquement je m'améliore davantage en termes de fitness, vu que maintenant je suis plutôt axé musculation et un peu polyvalent, on va dire dit hybride maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'hybride?
Parce que si tu peux expliquer pour les gens qui connaissent pas. On parle d'hybride dans quelqu'un qui est polyvalent, quelqu'un qui est varié, c'est-à-dire on va lui demander de courir, il va courir, on va lui demander de nager, il nage, on va lui demander de sprinter, il va sprinter, on va lui demander de porter lourd, il va porter lourd. C'est quelqu'un qui fait tout en fait, qui s'entraîne en essayant d'être bon dans tout et pas forcément que quelque chose de spécifique comme le bodybuilding. Bah voilà, le bodybuilder qu'on connaît ne pourra pas faire un sprint comme Usain Bolt. Donc là, on va vraiment essayer d'avoir une masse musculaire assez importante tout en étant fonctionnel, utile et capable de faire un peu de tout en fait. Donc c'est un peu là, et puis chaque séance est une réussite en fait. Du moment que la séance est faite, c'est une réussite. On a réussi à porter plus lourd que prévu, on a réussi, donc ça c'est des réussites personnelles importantes. Et comme je reviens au tout début, chaque petit objectif est important. Donc quand on a prévu quelque chose durant la séance de porter tel poids, on l'a fait. Alors qu'au début on se disait purée, ça a l'air d'être lourd, et ben on l'a fait. Et donc c'est un objectif atteint. Donc et puis, voilà. Et puis je sais pas si tu as vu, mais j'ai parlé de ça. Est-ce que toi tu te félicites après avoir réussi à soulever plus lourd qu'au début de ton entraînement? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais assez souvent? Ouais, on se félicite à notre manière, on est tout content, on sourit, on a transpiré, on est satisfait en fait, et pour moi je pense que c'est ça se féliciter en fait, c'est de ressortir bien de sa séance, d'être satisfait d'avoir atteint l'objectif qu'on avait prévu durant la séance. Et on se félicite soi-même comme ça. Mais on n'est jamais content de soi-même de toute façon. Ah non, alors ça, il faut être content de soi-même, hein, parce que sinon ça va partir dans un autre sens, et puis... Ouais, on a toujours, de toute façon, du moment où tu rentres dans le sport, déjà l'humain est un insatisfait personnel, enfin un insatisfait éternel plutôt, on n'est jamais forcément content de soi-même, et on cherche toujours à performer, et surtout dans le sport, on veut toujours faire plus, sans tomber bien sûr dans l'excès, mais on cherche toujours à être plus fort, on a toujours quelque chose de vouloir être un peu meilleur que hier, quoi. Bon, ça, il faut apprendre aussi dans la vie à voir ailleurs et développer d'autres méthodes de se satisfaire de son travail, de ce qu'on fait comme performance sportive, parce que c'est clair que si on va tout le temps regarder ces photos, ces vidéos et dire « Ah, punaise, là, je suis pas bien », là le mouvement il est vraiment pas comme je veux, là je me trouve pas bien, mon muscle là il est pas assez tendu. Enfin, si on va tout le temps regarder à ça, c'est clair qu'on va être insatisfait, et puis ce n'est pas bon non plus, parce qu'après ça va à nouveau, donc comme on a parlé depuis tout à l'heure, la motivation et la confiance en soi, donc il faut aussi avoir un entre-deux. Bien sûr, ça, il clairement. faut trouver la petite balance. Ça c'est chaque personne saura trouver sa propre manière d'avoir confiance et ces petites choses pour se dire qu'on est satisfait. Mais c'est comme dans les compétitions, du moment que tu rentres dans la compétition, tu vas chercher toujours à aller plus loin. C'est clair qu'on a le sportif et le sportif de compétition, et du moment qu'on rentre dans la compétition, ça commence à devenir malsain. C'est-à-dire qu'on va chercher toujours à pousser l'extrême, pousser le corps pour être meilleur, aller chercher l'extrême. Donc ça, c'est pas forcément la bonne chose, mais c'est le milieu de la compétition. Et voilà, mais je pense qu'on apprend tous les jours, et puis on peut s'améliorer tous les jours. Mais c'est clair qu'il faut pas se revoir il y a 10 ans en arrière et de se dire voilà, j'étais comme ça, je veux le même corps que maintenant, enfin qu'avant, ou je porte les mêmes poids qu'avant alors que maintenant on a 50 ans, avant qu'on en avait 20. C'est pas pareil. Bien sûr, il faut être réaliste et puis recréer des objectifs en fonction de la période qu'on vit actuellement. Il faut évoluer dans son temps. C'est ça, exactement, oui. C'est clair que tu crées des nouveaux objectifs plus tard. Peut-être que à 20 ans, ton objectif c'est de soulever en squat 200 kilos, peut-être que à tes 90 ans, ton objectif, ça sera de s'asseoir sans les mains sur une chaise. Donc il faut rester réaliste sur sa période qu'on vit. Ouais. Donc tu nous as parlé de tes belles réussites, et j'ai bien aimé parce que tu nous as donné plusieurs, alors que certaines personnes galèrent à en trouver une. Donc rien que ça, moi je trouve aussi que c'est déjà une super réussite pour toi, de savoir ce qui t'a tes réussites dans la vie. Et donc pour finir en beauté, est-ce qu'il y a quelque chose, une citation, une phrase qui t'a marqué et que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Une citation qui est importante pour moi et qui restera toute ma vie la même. J'ai beaucoup utilisé celle-là et effectivement elle marche très bien et je conseille à tout le monde de le faire.
c'est la fameuse phrase entraîne-toi en silence et le succès se chargera du bruit. Je pense que tout le monde devrait prendre exemple là-dessus, c'est que on n'a pas besoin de prouver aux autres ce qu'on fait, on n'a pas besoin de se montrer sur les réseaux sociaux ou de se montrer qu'est-ce qu'on vaut. Il faut se prouver à soi-même déjà qu'on est capable et croyez-moi que c'est beaucoup plus violent si on parle sur les arts martiaux. Quelqu'un qui parle tout le temps, qui se montre tout le temps et fera beaucoup moins que les autres. Tandis que si tu te caches, tu fais en silence, tu t'entraînes dur en silence, crois-moi que le jour où tu affronteras la personne qui parle tout le temps, tu seras beaucoup plus puissant et très violent. Donc d'une bonne manière. Hein. Et donc voilà, et tu feras peur même, parce que tu seras beaucoup plus fort, tu auras prouvé à personne, et ça sera le jour J où tu devras prouver par contre que tu es capable de le faire. Donc ouais, s'entraîner en silence et tout se passera bien. Ok. Bah, merci beaucoup Anthony pour cette belle après-midi à tes côtés. Merci à toi Cathy, merci beaucoup de l'invitation, et puis à bientôt pour un nouveau podcast. À tout bientôt, merci, bientôt. Ciao. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi et à laisser une note sur le podcast. C'est la meilleure façon de nous aider et de nous soutenir.